arrêtez. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Depuis le putsch manqué du 15 juillet dernier, l'état d'urgence est en vigueur en Turquie et le président Erdogan de poursuivre sa purge. Les chiffres sont effrayants, 32 000 fonctionnaires ont été suspendus, dont la moitié dans l'éducation. 45 journaux et 17 chaînes de télévision ont été fermées. Près de 13 000 arrestations dans l'armée et la justice. 1229 organisations et fondations caritatives fermées. Et le président Erdogan a pour volonté de rétablir la peine de mort. Cette grande purge a lieu sous nos yeux et plus que jamais, il est indispensable d'en comprendre le sens et la communauté internationale ne doit pas détourner le regard sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Les titres de votre 20h. Simeone Talamogne, le match de la com, nous en débattons avec le journaliste Sébastien Pisane et le sondeur Jérôme Paoli. Musicien, il nous présente la saison 3 de sa salle de spectacle Chénine. Jean-Pierre Godina est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Jean-Pierre. Bonsoir. Bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. Comment ça va ? Ça va, très bien. Chénine, la saison 3 déjà. Oui, Déjà ça fait un peu Rocky, 3. la série des Rocky, non, mais c'est un combat aussi, mais c'est la saison 3, on est très contents. Salle de spectacle à Ajaccio. Alors, la saison 3, la programmation, elle est éclectique, riche. Évidemment, il y a de la musique, du spectacle théâtral, je vais le dire comme cela, des expos, évidemment, et l'idée, encore une fois, c'est la transmission, hein, Jean-Pierre. Mais c'est toujours de rendre accessible aux plus nombreux, je dirais, la culture sous toutes ses formes, parce que pour moi, la culture est universelle. Donc, c'est rendre la culture accessible à tous. C'est un petit peu la démarche que nous avons aussi dans le cadre de Philo dans Paris avec les ateliers, en pratiquant des tarifs qui ne sont pas exorbitants. Et on essaye aussi par Chénine, qui est une des activités de Philo dans Paris, de rendre aussi la diffusion de la culture accessible à tous. La diffusion de la culture pour tous, c'est ça, Oui. votre fil d'Ariane, le fil d'Ariane de la programmation d'ailleurs de Chénine. On va un petit peu l'évoquer. Il y a, très subjectivement d'ailleurs, on va l'évoquer Jean-Pierre, il y a Patrick Saga. C'est vous qui l'évoquez. Hein. Évidemment. Autrement, moi, je donnerai tous les noms. Je suis mais d'accord. Bon, voilà. Mais on va essayer d'en donner quelques-uns. Patrick Sagadace, évidemment, The Corsica Sound, Caramouze, Imaistrail. Enfin, voilà, c'est pour montrer aussi la diversité de la palette que vous nous proposez. Oui, c'est assez divers. Cette année, là, je dirais un petit peu l'innovation pour nous, ça a été de changer un petit peu et d'innover un petit peu en proposant ce que nous appelons les croque-concerts. Oui, c'est vrai. Donc c'est, je dirais, l'esprit toujours Chénine avec le plat et le dessert quand même, et des groupes qui viennent se produire. Et là, la différence, c'est que les groupes chantent un peu plus, jouent un peu plus, et puis ce sont à peu près des prestations de 3 heures. On va expliquer aux téléspectateurs, ceux qui ne connaissent pas votre salle, comment ça se passe. Vous avez dit des plats, des concerts. Voilà, en tout cas, c'est un moment de culture, de partage. C'est tout cela. Hein. C'est de la convivialité. Oui. On essaie justement comme la salle. Bon, je dirais. C'est une petite salle. C'est une petite Comme le son salle, dans les donc bus. ça permet effectivement aux gens de côtoyer de très près les artistes. Il n'y a pas la barrière, je dirais la barrière du son avec les grosses enceintes. Donc on est à 81 mètres maximum de la scène. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et j'imagine, y compris pour les personnes qui disent oui à votre programmation, Oui, qui les sont artistes, sur scène, les artistes. Oui, les artistes aussi sont très contents. Pour certains artistes, c'est un exercice qu'ils adorent. Pour d'autres, c'est une façon aussi de travailler, de voir la réaction un petit peu du public, un petit peu sur des nouvelles choses qu'ils nous présentent. Et donc, c'est une façon aussi de voir comment fonctionne la création et comment fonctionne... Bon, il n'y a pas que de la création, il y a aussi des artistes qui font de la reprise. Donc, mais cette proximité avec le public... moi, je trouve ça bien. C'est l'identité aussi de Chénine. Il y a également des expos, c'est important de le dire. On a des expos. Alors, il y a Arnaud, notamment... Non, Arnaud, c'est le chanteur. Armel Djoussagne. Voilà. La classe prépa de certaines, ça c'est ça. Alors, la classe prépa ça de c'est important. certaines, ça c'est vraiment essentiel. C'est, je dirais, un partenariat que nous avons avec Jean-Jacques Canjon, et donc qui s'occupe
je dirais, de cette classe, tous les ans, ils viennent nous présenter le travail qui a été accompli par tous ces élèves. Et je tiens à dire que, et j'en suis assez fier, c'est que l'année dernière, il y a eu 100% de réussite sur les écoles, à toutes les écoles pour lesquelles, je dirais, tous les enfants se sont présentés. C'est une fierté. Et je suis très content que, suite à notre exposition, Simon Guerini de la ville d'Ajaccio ait pris contact aussi, avec Jean-Jacques Anjoine pour essayer de travailler avec lui. J'en suis très fier aussi. Oui, c'est ça, parce que il y a on est là pour ça. Oui, vous êtes là pour ça aussi, la découverte. C'est une complémentarité. C'est l'émancipation par la culture. Exactement. Il y a évidemment les ateliers, vous l'avez dit un petit peu au début de notre conversation, c'est très important, c'est l'ADN même de Chénine, c'est l'ADN de Filou d'Emparer, les ateliers de l'Encorse. C'est-à-dire que Chénine n'est qu'une activité de Filou d'Emparer. Filou d'Emparer, c'est la transmission avant tout. Alors on parlait effectivement des ateliers de langue corse, mais nous avons aussi des ateliers de chant, des ateliers de guitare, de piano, de théâtre, de photo, de tché, etc. Donc il y a pas mal d'ateliers, toujours dans cette ambition que nous avons de transmettre la connaissance ou le peu de connaissances que nous avons et de le transmettre pour qu'à leur tour, certainement, peut-être, dans cet ensemble d'enfants qui viennent nous voir, eh bien, peut-être qu'il y en aura d'autres qui la transmettront à leur tour. Pour vous connaître un petit peu, je sais aussi que ce qui vous anime est à l'image de votre programmation. Il n'y a pas erreur sur la marchandise, je vais le dire comme cela. Il y a cette idée que la culture permet également d'unir les gens, surtout à Ajaccio, dans un quartier qui n'est pas forcément facile. Ce n'est pas très péjoratif de le dire, c'est la réalité sociale du terrain. En tout cas, vous proposez aussi une autre forme d'émancipation. Je reviens sur ce terme, il est important. Il vous sied bien, Jean-Pierre, émancipation individuelle et collective. Oui, je pense que le pouvoir, c'est la connaissance, ouais. Déjà, avant tout. Donc, le fait d'être instruit, le fait de connaître, eh bien, finalement, nous ouvre des horizons qui sont parfois bien différents de ceux que nous aurions sans rien connaître. Donc, effectivement, si nous participons à quelque part à une forme d'éducation culturelle, nous en sommes très fiers, sans pour autant avoir de distinguo entre... pour moi, la culture est universelle. Ouais. C'est-à-dire que ce soit une padielle, que ce soit une polyphonie, que ce soit un groupe de rock ou quelqu'un qui chante en français ou en anglais, la culture est universelle. Ce ne sont pas un'emica pezza bucone, dice radio. Le programme, il est là. Nous innovons pour inspirer. C'est le slogan de Chénine à cette saison 3. Nous innovons pour inspirer. Cela participe de tout cela, votre programmation également. Nous l'avons un petit peu dit. Il nous reste quelques secondes avant la fin de notre interview. Comment va l'artiste ? L'artiste Jean-Pierre Goldina ? Il en reste... Bon, le chanteur, le musicien. Il en reste un petit peu. Mais disons que l'artiste travaille beaucoup en ce moment. C'est une belle aventure avec le groupe Il Maestril. Ouais. Qui sont aussi issus des ateliers de chant de Filou d'Emparer. Là, nous préparons un nouveau spectacle qui sera présenté aussi dans le cadre de Chénine, mais hors les murs, parce qu'il s'agit d'une soirée pour soutenir, comme nous le faisons tous les ans aussi, parce que nous tenons à être aussi solidaires d'autres associations qui font un travail, je dirais, beaucoup plus social que le nôtre. Donc l'année dernière, c'était pour l'association INSEM, et pour cette année, ça sera donc le Secours Populaire. Donc les bénéfices de cette soirée iront au Secours Populaire, et c'est la première, je dirais, d'une tournée de quelques dates, d'un nouveau spectacle di Maestril et qui est Incanti di Natale, et donc sur le thème de Noël. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour passer peut-être à autre chose en début d'année. Pour aller plus loin, pour découvrir toute la programmation de Chénine, il suffit d'aller sur le site internet de la salle de spectacle, chénine.com, je crois que c'est ça. En tout cas, Fabienne Levallois, notre script, va le mettre sur le petit bandeau en fin d'émission, notamment, on y reviendra. Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre. Merci de m'avoir invité. Je vous laisse le programme. Oui, je le garde, ne vous inquiétez pas. Pour les prochains invités. Merci, Jean-Pierre. Ciao. Vous le savez, chaque soir, nous essayons de décrypter les tendances sur les réseaux sociaux. Ce soir, c'est la chronique pop culture d'Audrey Tordelli. Bonsoir.
Hello, ma chère Audrey. Comment ça va après ces bien. vacances de la Toussaint? Ça va, enfin, vacances pour vous. Voilà, c'est ça. Audrey Tordet qui souhaite rester pendant le 20h. Mais ça vous a manqué. C'est bien sûr, Enfin. évidemment. On va parler de l'application Oui. Hype. Tout à fait. Alors, juste, vous voyez ce fabuleux rose poudré, hein, qui vous peut-être penser à une Rose fleur. poudré. Rose poudré, oui. Voilà. Ça vous fait peut-être penser à une fleur Non, peut-être pas. Ah, bon, bref, on est encore dans la période de la Toussaint. Oui. Ouais, bon, vous avez compris le rapport. Hein. Et j'avais un petit peu envie de fleurir virtuellement la tombe d'une application qui s'appelle Vine. Alors là, vous allez me dire, quel est le rapport Avec Hype. Avec Hype, eh bien j'y viens. Vous allez comprendre le lien. Enfin, tu vas comprendre le lien, parce qu'on va pas non plus vous voyez. Non, Les là, on vacances l'a sont pas fait passées. en même temps, Non, donc c'est vrai. Alors il se trouve que Vine a rejoint le mémorial des applications qui n'ont pas su résister au temps et à la concurrence. Et oui, c'est pas parce qu'on fait une application qu'elle va forcément rester. Alors juste petite piqûre de rappel ou de découverte pour ceux qui ne connaîtraient pas Vine. Elle a été créée en 2012 par 3 garçons et cette application consistait à poster de courtes vidéos seulement de 6 secondes, dans le but d'être évidemment partagé. Je ne sais pas si tu les as vus, notamment sur Facebook, Oui, ça tournait vachement. Et l'année d'après, en 2013, elle avait été rachetée, Vine, par Twitter. À l'époque, c'était quand même juste l'application la plus téléchargée de l'Apple Store. Et comme quoi, d'un succès fracassant, on peut passer très vite à une chute qui l'a été tout autant, comme Loana, Évidemment. par exemple. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé, voilà. Et donc, le 27 octobre dernier, date fatidique, Twitter qui avait racheté Vine, a annoncé bien que Vine fermait ses portes. Donc, tu penses bien que les créateurs de Vine l'ont eu un petit peu mauvaise, le fait d'être racheté par le géant Twitter, et aussi le fait qu'on les fait un peu couler, qu'on l'ait un petit peu délaissé. Ah, c'est ça, et la boucle est bouclée, Obi-Wan, Voilà. les deux créateurs de Vine, dont tu as parlé, n'auraient-ils pas décidé de prendre leur revanche en mettant cette nouvelle application sur le marché Hype? Effectivement, tu as tout compris, ce sont les mêmes qui entendent prendre leur J'ai revanche. surtout lu tes notes. Hein. Tu sais lire, je suis ravie. D'ailleurs, un des cofondateurs de Vine et donc de Hype a justement utilisé son application en tant qu'à faire pour faire un petit peu sa pub et pour passer un petit coup de gueule. Il a dit « Ne vendez jamais votre entreprise ». Voilà, parce que forcément, il était un peu amer. Il faut dire que Twitter a eu beau racheter Vine, il s'était concentré sur une application que tu connais forcément, Periscope. Là Oui, aussi, le on en a principe, déjà parlé ici. voilà, des vidéos en direct, notamment parce qu'elle avait fait polémique à un moment donné. Donc on comprend son amertume. Et du coup, les deux créateurs de feu Vine ont créé Hype dans le but aussi de concurrencer le fameux ennemi juré Periscope, digne du saga. La saga 2.0. Tu suis toujours, hein. J'essaie, en tout cas, j'essaie. Cette appli, Hype, alors finalement, Audrey, est-ce que c'est du renouveau ou du réchauffé Alors, honnêtement, un petit peu les deux. Hein. Comment on concurrence le géant? En général, en le ringardisant, forcément. Sur cette nouvelle application, on garde le même noyau. C'est-à-dire qu'on poste des courtes vidéos, mais l'interface est plus ludique. On peut poster des sons, des gifs, des bulles aussi, pour renforcer l'interaction entre le public et celui qui poste la vidéo. Voilà. J'imagine que c'est pour aussi attirer un nouveau public. Ah bah oui, évidemment, avec Hype, le public se veut plus jeune, avec une communauté qu'on appelle les hyper, on ne s'arrêtera jamais avec les anglicismes. L'application, elle veut concurrencer aussi les autres réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, qui aussi se sont mis aux vidéos en direct. Et donc, c'est de gagner du terrain, le but c'est ça, et aussi de montrer aux grandes marques que Hype peut être une vitrine à elle toute seule. Et je pense que, en tout cas, si Hype finit par porter son nom, qu'elle devient incroyablement tendance, je pense que les cofondateurs, cette fois-ci, la garderont précieusement sau le coude. Merci Ils ont beaucoup, intérêt. ma chère Merci Audrey, à toi. avec ce rose, comment tu as dit? Rose poudrée. Rose poudrée, merci. À bientôt. Au revoir. Vous le savez, tous les soirs, nous débattons, nous essayons en tout cas d'interroger la société corse. Et ce soir, le match de la com, Simeone Talamone, c'est issu d'un sondage réalisé par l'Institut Opinion of Corsica. Nous le commentons avec son représentant, Jérôme Pau, et le journaliste Sébastien Pisani. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Le match Talamone contre Simeone, le match de la com, c'est notre sujet du soir. Mais avant, on va revenir sur ce sondage, Jérôme, publié dans le magazine Parole de Corse de novembre. C'est le baromètre des personnalités politiques préférées des Corses, des politiques insulaires évidemment. Alors, que les choses soient claires, c'est une étude réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 504 habitants de Corse âgés de 18 ans et plus. La marge d'incertitude est de 3 à 5 points. Je préfère que les choses soient claires. Et le grand gagnant, Jérôme, est... Gilles Simeone. Voilà. Sans surprise. Voilà. Sans surprise. Puisque depuis que nous faisons ce baromètre, il y a 3 ans maintenant,
Gilles Siméon est toujours en tête de ce baromètre des personnalités politiques préférées des Corses. Et il le reste encore sur ce numéro-là. Gilles Siméon, personnalité politique préférée des Corses, le regard du journaliste. Alors, on a là, ce soir, le sondeur face au journaliste. Ricky. On peut se compléter par moment. Non, alors c'est intéressant. Bon, attention, hein, ce ne sont pas des intentions de vote, c'est la popularité de nos hommes politiques locaux. Il y a toujours une forme d'intérêt derrière tout ça. Et puis quelques leçons effectivement à tirer. C'est intéressant. Gilles Siméon, il est certes toujours en tête, mais je crois avoir bien lu qu'il y a quand même une érosion depuis ces 6 derniers mois. Il a perdu 7 à 8 points. Par rapport au dernier baromètre, il perd effectivement des points. Parce qu'on l'a moins vu. C'est ça aussi. C'est ça. Donc par rapport à votre sujet qui est autour de la communication politique, on a l'exemple typique de ce qui peut se passer quand on réduit sa communication. Les chiffres peuvent baisser mécaniquement parce qu'on s'aperçoit globalement que ces études de baromètres, ces baromètres qu'on fait donc tous les semestres, sont très liés aux séquences de communication des uns et des autres. Plus les élus s'exposent, plus ils ont tendance à monter. On a l'exemple de Jean-Félix Acquavive qui rentre dans les 10 personnalités politiques. Oui, on l'a beaucoup vu ces dernières semaines. Il y a eu la fameuse séquence, j'allais dire, il a eu son heure de gloire avec la SEM, au niveau des bateaux. Oui. Et mécaniquement, j'allais dire, il est apparu dans le... Oui, mais alors est-ce que c'est que de la communication ? Parce que dans le cas, effectivement, de Jean-Félix Acquavive, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été propulsé un peu sous les projecteurs à travers la création de cette société maritime régionale, cette compagnie. Ma consoeur Anne Chabanon avait assez bien titré dans Corse Matin l'acte 1 de la mandature. Oui, c'est-à-dire que là, quand même, il y a eu quelque chose d'assez concret au niveau de la politique menée par l'exécutif territorial. Donc je pense qu'il bénéficie aussi quand même, certes, d'un aspect projecteur, coup de projecteur, mais aussi bénéficie de quelque chose d'assez concret mais le coup de projecteur, d'action politique. Mais le coup de projecteur, j'avais un ami qui disait on ne vend pas un produit qu'on n'a pas dans le magasin. Et la communication, si on fait de la communication et qu'il n'y a pas de fond derrière, ça sert à rien et ça peut même être très contre-productif. Dans le cas de Jean-Félix Acquavive et des autres, la communication, en fait, ça permet d'exposer leur travail, de faire connaître et de faire savoir. Et là, du coup, il y a une perception de l'opinion, commence à avoir un jugement sur les personnalités, pas parce qu'ils sont blonds, parce qu'ils sont bruns, mais parce qu'ils exposent leur travail et leurs convictions. Donc plus on expose son travail et ses convictions, ça revient un peu à ce que tu dis, plus on peut séduire ou susciter l'intérêt et les gens peuvent se dire celui-là finalement on ne le connaissait pas mais il n'est pas si bête, il est intéressant, il travaille. Oui, ça fait ressortir les traits de la personnalité aussi. Il y a un peu donc de ça. La communication, c'est pourquoi les hommes politiques communiquent, c'est pour exposer leur travail en fait. Alors on va évoquer les 5 premiers. Dans les 5 premiers, il y a 3 nationalistes, Gilles Siméon, Jean-Christophe Angeline, qui est second. Oui, et Jean-Guy Talamone, et un communiste, Dominique Bouquin, et un républicain, Laurent Marcangeli. Et la gauche dans tout ça, et la gauche dans les 5 premiers, elle est reléguée un peu plus loin. Elle est reléguée, la gauche hors communiste, oui, voilà, la gauche de... Dominique Bouquin, il me semble, est plutôt à gauche. Ah oui, et la gauche... Et l'autre gauche, Émile, lapsus, Jean Zoukarel, un peu plus loin. Finalement, c'est indexé, la communication politique, elle est indexée sur le volontarisme politique, est-ce qu'on peut dire ça ? Non, elle est indexée aussi sur la réalité politique. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la gauche encore soit en pleine forme, donc à un moment donné, les élus de gauche ont baissé. Les nationalistes sont au pouvoir. Jean-Christophe Angeline... Sachant qu'il y a quand même Dominique Bouquin dans les 5 premiers. Dominique Bouquin, c'est un cas à part. Voilà. J'allais dire, c'est le mentor de tous. Même Jean-Guy Talamone, le jour de son accession à la présidence de l'Assemblée de Corse, personnalité aujourd'hui qui a salué son travail. Bon, ça fait partie des anciens, peut-être du seul ancien qui reste encore à l'Assemblée. Alors, messieurs, on va entrer dans le vif de cette question. Le match de la com entre Talamone et Siméon. Qui est le gagnant ? On les voit beaucoup sur les plateaux télé, notamment ces dernières, évidemment dû à la sortie de son ouvrage, Jean-Guy Talamone, notamment ces dernières semaines, ces derniers mois. On l'a beaucoup vu, notamment dans les médias nationaux. C'est un match entre les 2 têtes de l'exécutif qui est intéressant d'un point de vue du journaliste et du sondeur.
C'est passionnant du point de vue journalistique parce que là on voit un Jean-Guy Talamone qui dès son accession à la présidence de l'Assemblée s'est emparé de ce rôle comme on n'avait jamais vu un président jusque-là d'Assemblée s'en emparer. C'est-à-dire lui vous dit ce sont les compétences stratégiques du président. J'ai tout à fait la possibilité d'avancer sur ces terrains-là. Simplement, évidemment, terrain très opérationnel. On sait que par exemple sur le domaine de la fiscalité, il est très présent à engager un travail de fond, une réflexion. Là ça change complètement effectivement. C'est plus la même grille de lecture. Mais d'abord, Jean-Guy Talamone est sorti de son champ de président de l'Assemblée de Corse. Et tu le disais, si on regarde sa communication, il prend la main sur les grands sujets. Tu disais tout à l'heure, la fiscalité, c'est lui qui a pris la main. Sur la SEM, on parlait tout à l'heure des transports maritimes, c'est Jean-Guy Talamone qui avait communiqué sur cette thématique-là. Il communique sur des thématiques politiques, beaucoup plus que Gilles, d'ailleurs. Et puis, il a un attrait pour les médias nationaux, parce que ça reste quand même l'indépendantiste. Il a un côté beaucoup plus anguleux. Et cet homme qu'on ne voyait pas forcément comme un grand communicant, s'est avéré redoutable. La fameuse petite phrase « La France, pays ami », c'est devenu un gimmick qui est repris par absolument toute la presse nationale et même la classe politique nationale. Je veux dire que là, il a effectivement marqué des points indéniablement. Alors, est-ce qu'il y a un match entre les deux, Jérôme? Oui, vraisemblablement. J'allais dire que dans un secret de polichinelle. Il y a un gentleman agreement entre les deux. On aime beaucoup ce que... D'ailleurs, il n'y en a pas un qui communique sans citer l'autre. Si vous regardez la communication, c'est toujours avec le président de l'Assemblée de Corse ou avec le président de l'exécutif. Donc, il se renvoie bien la balle. Mais évidemment qu'il y a un match de valorisation des personnalités qui est évident. Et avec... Je pense Jean-Guy Talamone qui est sorti du champ de compétences de l'Assemblée de Corse pour donner une nouvelle fonction à la présidence de l'Assemblée de Corse. Je veux vous dire que côté coulisses, on le ressent. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, il y a des agendas qui s'entrecroisent, se percutent, chacun veut communiquer. En plus, Jean-Guy Talamone, il s'est très très vite organisé au niveau de la communication. Dès l'élection, il avait vraiment cette petite équipe autour de lui. Jean-Guy, en revanche, Gilles Siméon, un petit peu plus brouillon. Il a mis plus de temps à s'organiser sur la com. L'habitude finalement de communiquer un peu en direct avec les journalistes, le côté aussi ténor du barreau, qui a l'habitude un peu d'improviser, mais qui rapidement maintenant, lui aussi, quand même, maintenant est bien structuré. Il est structuré, mais Gilles Siméon a une communication qui est beaucoup plus ciblée, les prises de parole sont moins nombreuses. Oui. Alors que finalement, il a un talent naturel pour l'expression. Enfin, c'est Johnny Hallyday, Gilles Siméon, quand ou Kennedy, selon ce qu'on peut... Mais particulièrement aux femmes, dans notre sondage. C'est intéressant dans le sondage, c'est vrai. Oui, les tris sont intéressants. Les femmes jeunes. Mais si il a pris, par exemple, sa dernière prise de parole, c'est sur le trou de l'Assemblée... pas de l'Assemblée, mais de la collectivité, des 100 millions d'euros. Donc il a des prises de parole qui sont plus ciblées et moins fréquentes. Mais après, il y a une autre forme de communication qui n'est pas forcément dans les médias, c'est la communication directe et le terrain. Et des personnalités ou les équipes, on va dire, qui sont autour de Gilles Siméon et des modérés, sont très présentes sur le terrain. C'est aussi une autre forme de communication qui impacte sur le terrain et les réseaux sociaux. Qui impacte énormément sur le terrain. Donc il ne faut jamais sous-estimer cette présence de terrain. On est sur un petit territoire et c'est très facile pour eux de communiquer en direct. Parce que la communication directe reste une communication très forte. Alors, s'il y a match de la com, vous venez de nous dire qu'il y a... En effet, effectivement, il y avait un match. Je vais vous demander s'il y a un gagnant et un perdant. Et on va le jouer dans les 40 secondes. Vous le savez, on a 40 secondes pour répondre à la question, donner les arguments, résumer sa pensée. C'est ça la télé, l'instantanéité, mon cher Jérôme. On va commencer avec vous, Sébastien. Le match Talamone-Siméon, le match de la com, qui est le gagnant ? Pour l'instant, ça n'est on n'est pas encore arrivé au bout de la course. Pour moi, je dirais que c'est Talamone. Talamone, pourquoi ? Parce qu'il part de très loin. C'est vraiment pas le personnage communicant par essence. Comme je le disais tout à l'heure, on l'a vu émerger sur des aspects effectivement qui ont frappé les médias nationaux, qui ont frappé aussi en Corse à travers le rôle qu'il s'est mis à jouer. Mais attention, Gilles Siméon bénéficie, on le voit à travers ce sondage, d'un terreau qui lui est largement favorable. Attention, néanmoins, à ne pas tomber dans la surmédiatisation, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, parce que c'est bien de communiquer, il y a de l'action derrière, mais on peut finir par lasser, effectivement, à un moment, les électeurs.
Talamogne, le gagnant pour Sébastien Pisagne. Jérôme Paoli, c'est votre première dans Pendant le 20h. Oui, donc, on Je termine dirais- avec vous. Je dirais aussi Jean-Guy Talamogne. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est sorti de la fonction traditionnelle du président de l'Assemblée de Corse et il s'est accaparé l'espace politique sur les grands sujets. Donc, on peut dire que là-dessus, il a gagné. Gilles Siméone, tu l'as très bien dit, a un fond de sauce très important et il dépasse largement les clivages droite-gauche nationaliste. C'est quelqu'un qui est apprécié, parce qu'on est quand même dans la personnalité politique. Tu le disais tout à l'heure, c'est pas les intentions de vote. Pour résumer, je dirais que Jean-Guy Talamogne est plus rentré dans le costume que Gilles Siméone. Parce que Gilles Siméone, même si on reprend sa communication, elle est très factuelle. Mais en tant que président de l'exécutif, par exemple, on ne sait pas où il veut, quelles sont ses ambitions. Il va falloir faire vite alors pour Gilles Siméone. Mais quelles sont ses ambitions? Où il veut amener la Corse, on ne sait pas où. Bilan en fin de mandat. Non, mais on sait on en reparlera. Déjà, on ne sait pas où il veut amener la Corse dans les 2-3 ans qui viennent. On en reparlera, ça projection- sera le sujet d'un prochain débat, mon cher Oui, Jérôme. avec Merci plaisir. à vous deux et bravo Merci. pour cette première, Jérôme. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez évidemment sur France 3 Corse Vie Astel. Moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h, évidemment.